La dernière étape de notre voyage en Savoie nous emmène maintenant dans la région de Bonneval-sur-Arc, aux confins de la Haute-Maurienne. À l'entrée est du parc national de la Vanoise, niché dans un paysage grandiose à 1850 mètres d'altitude, Bonneval-sur-Arc dévoile une succession d'habitations en pierre de taille, aux toits couverts de lauze et aux balcons de bois. Ce village, classé parmi les plus beaux de France, Daniel Gaïnédinov en tombe amoureux il y a une quinzaine d'années, alors qu'il anime une course de chiens de traîneau. Aujourd'hui, c'est avec Sylvia Charrier, guide du patrimoine, qu'il a la chance de l'explorer. Salut Daniel! Bonjour Sylvia. Comment vas-tu? Dis donc Sylvia, -6 ce matin? -6 ce matin, mais regarde, on est bien. On est bien, on est bien. Mais on À la sent quand fraîche. même déjà la rudesse, hein, la rudesse ici du climat. Ça explique sans doute aussi ces bâtisses robustes, solides. Ouais, une architecture qui est plutôt minérale, comme tu peux le voir, avec des murs essentiellement de gneiss et des toitures avec ces grandes dalles de schiste qu'on appelle des lauses. Et les toits sont peu inclinés. Alors, ça permet à la neige de rester sur le toit, et donc la neige est un très bon isolant. Tout est fait pour garder un maximum de la chaleur. Il n'y a qu'à Bonneval qu'on constate une architecture de cette qualité, cette architecture de pierre, de lauze. Tout simplement parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ils n'ont pas incendié le village comme il a pu se passer dans le bas de la vallée. Le gong de l'église, ça nous donne le top départ pour visiter C'est le ça. village? On est parti. Ah, c'est parti. Dans le village vivent à l'année 270 Bonnevalins, dont les habitations pittoresques témoignent toujours des activités pastorales d'antan. Donc là, on est dans quelle rue précisément de Bonneval? On va dire que c'est la rue principale C'est de la rue Bonneval. principale. Voilà. Oh, dis donc Sylvia, je me suis toujours demandé ce que c'était ces objets-là. À quoi ça sert? On en voit à plusieurs endroits, oui, sur les galeries. C'est ce qu'on appelle en fait du gros bon en patois. Ce sont des briquettes de fumier de moutons qui servaient à l'époque de combustible. Comme tu as pu le constater, à Bonneval, il n'y a pas beaucoup de bois. Non, on a bien vu tout autour du village, pas de forêt. Donc il fallait trouver des solutions pour se chauffer. Pendant l'hiver, tu avais les moutons qui piétinaient, le fumier. Donc dans les écuries, C'est dans les ça. bergeries, écuries. Les Bonnevalins découpaient des petits carrés qu'ils mettaient sur les galeries, les intercalaient avec des petits bouts de bois, de façon à ce que ça sèche plus facilement. Il fallait attendre presque un an pour que ce soit bien sec. Et tu vois, aujourd'hui, ces galeries sont venues des balcons avec des barrières, avec des jolies fleurs. Mais en tout cas, c'est un joli témoignage de l'époque passée. Autre particularité de ces habitations typiques de la Haute-Maurienne, leur implantation. Pour être Bonnevalin ou Bonnevalaine, il faut aimer la neige. Bonneval, c'est le village de la neige. D'ailleurs, ici, on est situé dans un petit couloir d'avalanche. Voilà. Mais si tu regardes bien, les Bonnevalins savaient construire par rapport au risque naturel. Ils connaissaient leur terrain, ils connaissaient le territoire. Tu peux observer dans la rue, toutes les maisons sont arrondies et c'est ce qui permettait à ta coulée de neige de filer. Cet hiver, la neige, elle arrivait à peu près à ce niveau-là. Mais forcément, pour rentrer dans les habitations, tout le monde avait fait des petites marches. Mais ce n'était pas un hiver exceptionnel. Il y en a eu bien d'autres les années d'avant. Tu pouvais être amené à être coupé au moins plusieurs semaines et être ravitaillé en illico. Il paraît qu'on disait autrefois que c'était pas Bonneval qui était coupé du monde, mais le monde qui était coupé de Bonneval. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Malgré l'ingéniosité des architectes bonnevalins, les avalanches n'ont pas toujours été sans conséquences pour le village, qui a parfois subi de gros dégâts. Cette église, elle a été endommagée à plusieurs reprises. Et en 1860, cette fois, on l'a reconstruit entièrement. Le clocher est d'origine. Ah, en fait, tout a été reconstruit autour après. À l'entrée du village, un autre monument a su résister aux éléments, le vieux pont de Bonneval-sur-Arc. En 1957, après une crue exceptionnelle qui a inondé tout le village, il a été décidé de détourner la rivière. Bien qu'il soit devenu inutile, ce magnifique pont a malgré tout été préservé. Écoute, ils ont bien fait de conserver ce pont parce qu'aujourd'hui, c'est un symbole pour Bonneval-sur-Arc. Puis surtout, pour nous et tous les visiteurs, c'est l'occasion d'avoir une vue panoramique de toutes les montagnes qui entourent le village. Nous quittons Bonneval-sur-Arc pour le haut plateau mauriennais, à quelques kilomètres en aval. Dans le village de Bessan, Fabrice Persona perpétue une tradition vieille de 160 ans. La sculpture du diable de Bessan, l'emblème de la ville.
Salut Fabrice. Salut Daniel. Oh, Ça dis va donc. Ah ouais, très bien, mais tu travailles dans des conditions idylliques là. Ah bah là, au grand soleil. Et le soleil, ça te donne l'inspiration? Bah ouais, tu vois, c'est le diable de Bessan. Alors le fameux diable avec le curé, que je suis en train de curé qui est sculpter. ici, Voilà, ouais. il commence à apparaître Il petit à sourit pas petit. trop ton curé. Ah bah il est pas trop content. Hein. À Bessan, la sculpture sur bois est un pilier de l'art baroque savoyard depuis le XVIIe siècle. Dans le magasin de Fabrice, les statues religieuses cohabitent avec les animaux en tout genre. Mais ce sont les diablotins qui ont rendu le village célèbre. Il y a eu en 1857 un sculpteur, Étienne Vincendet, qui s'est fâché avec son curé. Et il a fait un diable comme celui-ci qui emporte le curé sous son bras. Et il est allé le mettre sur la fenêtre du curé à la nuit tombée. Le curé a vu ça, il s'est fâché. Et comme ça, pendant un mois, le diable a volé de fenêtre en fenêtre tous les soirs. Quelque temps après, des touristes remontant la vallée ont vu le diable, ont trouvé ça marrant et lui ont acheté. Et là, il s'est dit, mais pourquoi pas faire des diables s'ils se vendent aussi bien que les saints? Et voilà comment on s'est mis à sculpter les diables à Bessan. Dans la famille Persona, la sculpture se transmet de père en fils. Mais aujourd'hui, c'est à Daniel que Fabrice va transmettre son savoir. Donc tu vas essayer de me faire les contours là. Donc tu vas prendre l'opinel, là. Comme ça? Non, essaye de le prendre, tu vois, regarde, plus droit. D'abord, tu fais un trait pour couper et après t'enlèves. Le diable de Bessan, il n'y a rien de satanique. Hein. C'est plus un côté chambreur ou pour se moquer des institutions, des choses comme ça. C'est quel type de bois? C'est du pinsambro? Alors, moi, je sculpte uniquement dans le pinsambro, qui est le bois local de sculpture. Hein. Tous les montagnards sculptent dans le pinsambro. Et c'est un des rares bois qui peut passer les siècles sans bouger. C'est pour ça que les statues dans les églises, elles ne bougent pas, elles sont toujours en parfait état. Tu le veux comment, ton curé? Souriant ou... Essaye déjà de ne pas te couper un doigt. Bon, bah écoute, tu sais ce qu'on va faire, tiens, je te la laisse terminer. L'engouement de Daniel pour l'artisanat savoyard l'emmène naturellement vers d'autres créations. Celles sculptées par la nature pendant des millénaires. Entre les hautes vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, où les sommets culminent à plus de 3000 mètres, s'étend le premier parc national de France, le parc naturel de la Vanoise. Un domaine où Nathalie Choiseau travaille avec ses compagnons à quatre pattes. Son refuge se trouve sur les pentes du vallon de l'Orgère. Harvey, Nathalie. Salut Daniel. C'est bien Harvey qu'on dit en patois. Hein? Ouais, c'est ça. Ça va? Bien, bien. T'es content de te retrouver? Bah oui, bienvenue. Dans un paysage extraordinaire. Ouais, c'est joli, hein. C'est magnifique. T'as vu un peu la chance qu'on a d'être ici. Et ta vie, c'est essentiellement les ânes. C'est principalement Ah ouais. les ânes, voilà, donc ils sont avec moi toute l'année. Et puis l'hiver, je suis monitrice de ski, donc on partage le temps entre plusieurs activités. J'aimerais bien faire leur connaissance. Bah, y a pas de Ouais. souci. Alors je vais te les présenter, ils sont pas tous là. Hein. Donc ici, on a Orage, Salut Orage. voilà. Il y a son frangin qui est juste là derrière, qui s'appelle Oryx. Là, j'avais eu un air de famille, effectivement. Voilà. Donc eux viennent d'un petit élevage savoyard. Et puis on a Rêveur, qui est juste là, qui est magnifique aussi. Alors les loulous, on va partir en balade avec Daniel. Daniel, il va me tenir. Arrête bien de- Avec ses ânes depuis une dizaine d'années, Nathalie propose des balades à la découverte du patrimoine naturel et sauvage du vallon, sur des sentiers empruntés par plusieurs générations de paysans. Dans le temps, chaque famille venait ici toute la belle période. Et en fait, toutes les pentes étaient pâturées par les animaux. Ouais. Donc il y avait les vaches, les chèvres, les brebis. Et toutes les parties plates là qu'on voit autour de nous étaient fauchées. Donc à l'époque, c'était fauché à la main. Ah Et ouais. ensuite, justement, l'âne et le mulet étaient utilisés pour redescendre les trousses de foin jusqu'au village. Des ânes toujours d'une grande utilité en Savoie. Ils sont encore bien utilisés aujourd'hui pour des travaux. Ils font pas que des travaux de loisirs. Par exemple, en Tarentaise, ils sont encore pas mal utilisés pour faire du ravitaillement dans les refuges de montagne ou auprès des bergers. Ça va, Quentin? Tu tiens? T'as vu les marmottes là-bas? Wow, là-bas, regarde comme elle est jolie. Regarde, regarde, Quentin. Elle est debout, Ah, ça y est, elle nous regarde. tu vois? Hop là. Alors les marmottes ici, dans le vallon, on en a beaucoup à vivre en colonie. Et en fait, les marmottes adorent manger de l'herbe fraîche, donc elles sont obligées de s'éloigner un petit peu de l'entrée des terriers. Et quand il y a des prédateurs qui arrivent, donc ça peut être l'aigle royal ou le renard par exemple, le moyen de prévenir les copines, c'est de siffler. Alors, tu sais, les marmottes, moi ici, de l'Orgère, j'en ai beaucoup entendu parler, parce que mes enfants, tous les deux étaient au collège de Modane, et en 6e, Ouais. eh bien, les enfants font 2 jours ici C'est ça. d'intégration. Ouais, tout à Et fait. c'est vrai que ce vallon, ça les a toujours charmés et marqués. Rêveur Orage, à bientôt, Nathalie, merci. C'est un Et plaisir. salut les enfants. À la prochaine.
Daniel profite de cette randonnée pour faire un détour sur le vallon voisin, sur le plan de l'Ours de Saint-André, où nous allons découvrir une autre façon de communiquer, humaine cette fois-ci. L'association dont François Charpin est membre a restauré une invention du XVIIIe siècle tombée dans l'oubli, le télégraphe Chappe. Bonjour François. Qu'est-ce que tu bricoles là? Ben écoute, je suis en train de repointer la longue vue exactement sur le poste d'Avrieux, là-bas. Bon, bah, tu vas m'expliquer, je vais comme ça enfin comprendre ce que c'est cette cabane ici dans la forêt. Eh ben, ça, c'est un des postes du télégraphe Chappe qui assurait la liaison entre Lyon et Turin en passant des messages. Il y avait 33 petites maisonnettes comme celle-ci, qu'on appelle des barracons, qui étaient équipées de lunettes et d'un appareil qui fait les signaux. Et les signaux cheminaient entre Lyon et Turin par ces 33 postes dont on vient de parler. Le temps que ça devait faire gagner pour passer un message de Paris ou de Lyon jusqu'à Turin, ça devait être incroyable. Bien sûr, on a un bon exemple, la naissance du roi de Rome à Paris vers 9h un matin. Et cette naissance est connue donc à Turin le soir, alors que si on envoyait une estafette à cheval comme ça se faisait à l'époque, on aurait mis 2 semaines. Le système est si efficace que Napoléon Ier l'utilise à des fins militaires. Au milieu du XIXe siècle, 535 tours quadrillent la France sur plus de 5000 km, reliant les plus importantes agglomérations du territoire. Waouh! Voilà François, le télégraphe Chappe, ce que vous avez restauré, ta fierté. Oui, mais c'est beau, hein? Ah ben c'est magnifique. Donc ça, ce sont les deux mains là, les deux mains qui sortent à l'extérieur. Ces deux mains qui portent en haut donc les grands bras qui sont mis en place en fait par ce système-là. Alors par exemple, à Paris, on veut coder un message qu'on va envoyer à Turin. Eh bien, on a un vocabulaire qui permet de coder le mot, par exemple, le mot immense. Ce mot immense, par lettre alphabétique, il est à la page 44 et à la ligne 34. Le nombre 44, il est représenté par ce signal-là. La grande barre est verticale, donc on va mettre la grande barre verticale. Voilà. Tu veux essayer? Allez, j'essaye. Très bien. Alors, tu sors du cran et puis tu montes en haut, là, voilà. Il faut être un peu costaud. Très bien là. Et puis alors, tu descends, tu te mets dans le cran, voilà. Et tout ça, ça va arriver à Turin, dans cet ordre-là. Et le gars, il a le même vocabulaire qu'à Paris. Et il va directement à la page 44 et à la ligne 34, et il trouve le mot immense. Et ici, ils ne connaissent que les chiffres. Et le secret est conservé. Beaucoup de confidentialité. Voilà. Seule contrainte, le télégraphe Chappe ne fonctionne que de jour et par beau temps. En 1852, supplanté par l'apparition du télégraphe électrique et l'invention du Morse, il est abandonné. En Haute-Maurienne, les télégraphes ne sont pas les seules constructions à avoir été utilisées par l'armée. La région compte aussi de nombreux forts. La barrière fortifiée de l'Essaillon, l'une des plus majestueuses, en compte 5 sur une distance de 3 km. L'un d'entre eux, le fort Victor-Emmanuel, est la chasse gardée de Jean-Marie Fressard. Salut Jean-Marie! Accompagnateur en montagne. Ouais, ça va bien. Dis donc, à chaque fois que je viens là, je suis toujours surpris de voir comment le royaume Piémont-Sardaigne était protégé. Donc ce fort, il était fait pour contenir 1500 soldats, mais juste sur ce fort Victor-Emmanuel, pour empêcher l'armée française de passer. Une grosse puissance de feu, puisqu'il y avait 88 canons, et puis après complété par les autres forts qui sont au-dessus et en dessous. On visite? On y va? Allez. À l'intérieur de ce fort aux dimensions impressionnantes, se trouve un hôpital, une poudrière, une chapelle et une réserve d'eau. De quoi supporter un siège de plusieurs semaines. Donc ici, Jean-Marie, nous sommes sur la place d'Armes. Ouais, exactement. Donc tu vois le bâtiment, mais il était quand même vraiment construit pour impressionner l'ennemi qui arrivait de là-bas. Et sur cette place d'Armes, bien, à part les revues, peut-être quelques remises de médailles, il ne s'est pas passé non plus grand-chose parce que le fort n'a pas non plus été complètement équipé. Il y a peut-être eu 300 ou 400 soldats, mais pas bien plus. Car en 1860, 30 ans après la construction de la barrière fortifiée, la Savoie est rattachée à la France. Ici, seul le pénitencier a servi au royaume de Sardaigne. Alors ce bâtiment, c'est le pénitencier. Le pénitencier. Donc c'était pour punir les hommes de la garnison? Eh bien pas du tout. C'était une prison politique, donc ils ont emprisonné
des gens qui venaient de l'arrière-pays niçois ou de la région de Nice, entre autres, et qui conspiraient contre la monarchie du Piémont-Sardaigne. Après l'annexion de la Savoie, Napoléon III fait détruire le fort Charles-Félix, tourné vers la France, et conserve les autres fortifications. Aujourd'hui, la barrière de l'Essaillon, devenue patrimoine national, est classée à l'inventaire des monuments historiques. Daniel continue son voyage dans le temps, en passant maintenant du 19e siècle au néolithique. Le parc archéologique des Lauzes est en quelque sorte le laboratoire à ciel ouvert de Françoise Ballet, une conservatrice du patrimoine spécialisée dans l'étude des vestiges rupestres gravés sur la roche. Salut Françoise. Ah, salut Daniel. J'ai respecté tes conseils. Je me suis déchaussé pour respecter les 2000 ans d'histoire. Oui, tu as bien fait. Alors dis-moi Françoise, ce que tu es en train de relever, ça représente quoi? Alors ici, on a les jambes d'un personnage, sa lance. Et ici, on voit la tête, c'est une petite cupule, petite cavité circulaire, le haut du corps, le bas du corps, les jambes avec les pieds indiqués, et puis une grande lance dont on voit le bout bien pointu ici. Et puis il y a des représentations plus schématiques ou symboliques, comme ces carrés ou ce cercle aussi, avec des points à l'intérieur, sont interprétés comme des cultures, des champs cultivés ou des enclos avec des animaux. Ce guerrier, on a une idée de la date à laquelle il a été gravé ici, incrusté sur cette pierre? Oui, on a une idée de la date. Alors, toutes les gravures, parce qu'il y en a dans toute la Haute-Maurienne, dans plusieurs communes, on en a répertorié pour l'instant et tout n'est pas découvert encore. Plus de 1000 roches gravées, donc c'est assez énorme. On les place dans l'âge du fer, c'est-à-dire en gros entre 700 et 100, 150 avant Jésus-Christ. Donc là, c'était leur grande feuille de dessin et ils voulaient exprimer, laisser des messages. Oui, certainement, sauf que malheureusement, on est incapable de les déchiffrer. On essaye, mais c'est très difficile, donc on se contente de les relever, de les étudier, de les préserver. Depuis 3 ans, Françoise et son équipe modélisent en 3 dimensions les gravures, dans l'espoir de percer un jour les mystères des premiers Savoyards. Avant de nous quitter, nous jetons un dernier regard sur le parc de la Vanoise depuis le col de l'Iseran, à 2770 mètres d'altitude. Ici s'achève notre odyssée savoyarde, dont les multiples facettes ne manqueront pas de vous éblouir.